nouvelles règles sécurisent parce qu'elles encadrent. Elles encadrent un certain nombre de domaines tels que la motivation de la lettre de licenciement qui peut, à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, être complétée par l'employeur, ce qui évite de sanctionner de prime abord des lettres qui n'auraient pas été dans un premier temps suffisamment motivées. Les ordonnances encadrent les délais de contestation des ruptures en réduisant le délai de contestation pour le réduire de 2 ans à 1 an, ce qui permet d'éviter des contestations trop lointaines de la date de la rupture et de sécuriser les employeurs sur les ruptures qu'ils sont susceptibles de prononcer. Parallèlement à ces règles de sécurisation, ont été envisagées des règles de prévisibilité et prévisibilité concernant les conséquences de certains actes de l'employeur. C'est le cas notamment en cas de rupture du contrat de travail, puisque des barèmes ont été fixés en cas d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour permettre aux employeurs de savoir quelles seraient les conséquences indemnitaires. Ce barème est fixé avec des planchers et des plafonds qui permettent encore une fois une certaine prévisibilité. L'ordonnance du 22 septembre 2017 facilite la conclusion d'accords d'entreprise à la fois dans les entreprises qui ont des délégués syndicaux et dans celles qui en sont dépourvues. Dans les entreprises qui ont des délégués syndicaux, l'accord d'entreprise devra être conclu à partir du 1er mai 2018 par des organisations syndicales majoritaires qui ont atteint plus de 50% des suffrages exprimés. Néanmoins, les conditions de conclusion d'un accord par des organisations syndicales minoritaires, qui ont entre 30 et 50% de ces suffrages, est facilitée, d'une part parce que le référendum qui doit être déclenché sur ces accords peut désormais l'être par l'employeur et pas uniquement par les organisations syndicales, d'autre part parce que le protocole pour organiser ce référendum sera négocié avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Dans les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux, les avancées sont très importantes, notamment dans celles qui ont moins de 11 salariés ou qui ont entre 11 et 20 salariés mais qui n'ont pas de conseil d'entreprise. Dans ces entreprises, il sera possible de conclure des accords en soumettant directement aux salariés un projet de la part de l'employeur. Ce projet devrait être ratifié par les 2/3 des salariés sans qu'il y ait besoin de mandatement syndical ou de négociation par un intermédiaire. De la même façon, dans les entreprises de 20 à 50 salariés, les possibilités de conclure des accords sont étendues à tout le champ des accords collectifs et le référendum ne sera nécessaire que dans l'hypothèse de conclusion d'un accord avec un salarié mandaté. Enfin, dans les entreprises sans délégués syndicaux mais plus 50 salariés, il n'y aura plus besoin de passer l'information à la commission paritaire de branche. Ces différentes facilités d'accès à l'accord collectif d'entreprise entrent en résonance avec le plus grand rôle de l'accord collectif d'entreprise qui est donné par les différentes ordonnances, que ce soit pour déroger aux thèmes qui sont prévus par les accords de branche ou pour mettre en œuvre des accords dits de compétitivité qui permettent de substituer les clauses au contrat de travail ou encore pour organiser les négociations obligatoires ou la consultation dans l'entreprise. Le comité social et économique doit être mis en place au terme des mandats en cours, lors du renouvellement de l'une des institutions et au plus tard au 1er janvier 2020, de sorte qu'à cette date, toutes les instances de représentation du personnel telles que nous les connaissons aujourd'hui, CE, DP, CHSCT, délégation unique du personnel, instances regroupées, auront disparu à la date du 1er janvier 2020. La loi autorise toutefois un certain nombre de dérogations à ce principe de mise en place du comité social et économique au terme des mandats en cours. Ces dérogations peuvent être décidées ou bien par accord collectif ou bien par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. La loi distingue plusieurs situations. Si les mandats expirent d'ici le 31 décembre 2017, ces mandats seront automatiquement prorogés jusqu'au 31 décembre de cette année. À cette prorogation automatique de droit pourra s'ajouter une prorogation décidée par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CE d'1 an en plus au cours de l'année 2018. Si les mandats expirent au cours de l'année 2018, la loi autorise une prorogation ou encore une réduction de ces mandats, là encore d'1 an au plus. S'agissant des mandats qui expirent en 2019, la loi n'a introduit aucune dérogation possible pour ces mandats-là, de sorte qu'à la date de leur expiration, le comité social et économique devra être mis en place en 2019. Dernière hypothèse qui est prévue par les textes, celle des entreprises à établissements multiples dont les dates d'élection seraient échelonnées dans le temps. Pour celles-ci, la loi prévoit
que pour faire coïncider la date des élections et la mise en place d'un comité social et économique dans l'entreprise, ou le cas échéant d'un comité social et économique central et de comités d'établissement, que les différents mandats au sein des différents établissements pourront être ou réduits ou prorogés selon le cas, afin d'avoir une date de mise en place unifiée du comité social et économique au sein de l'entreprise. En matière de licenciement économique collectif, je pense que l'ordonnance poursuit un but précis, celui de rendre applicable une législation qui l'était très difficilement auparavant. Qu'il s'agisse du motif économique, où on est recentré sur la situation économique sur le territoire national et non pas la situation économique de l'ensemble du groupe, y compris à l'étranger, je crois que c'est une réforme de bon sens. Aucun investisseur étranger ne peut comprendre qu'on prend en compte sa propre situation à l'étranger pour apprécier la nécessité de réduire ou de supprimer un nombre de postes ou de modifier encore les contrats de travail. De même, en matière de reclassement, il était totalement irréaliste de demander à l'employeur français d'aller rechercher des postes de reclassement à l'étranger, partout dans le monde. Quand on appartient à un groupe international avec de nombreuses filiales, il est évident qu'un DRH bolivien ou un DRH en Asie du Sud-Est ne comprend pas qu'on lui dise « si vous recrutez, vous devez réserver les postes aux salariés français dont on envisage la suppression du poste ». Donc je crois que l'objectif majeur en matière de licenciement économique a été de sécuriser et de rendre un peu réalistes les conditions de mise en place d'un licenciement économique collectif. Il y a également une nouveauté concernant les possibilités de départ volontaire, soit dans le cadre d'un congé de mobilité, soit dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, comme l'indique l'ordonnance. Je crois que là encore, l'objectif, c'est que les entreprises puissent adapter leurs effectifs sans le traumatisme des procédures de licenciement économique collectif qui sont toujours extrêmement perturbantes pour les salariés, naturellement, mais pour l'entreprise également, pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. L'idée ici, qui me paraît très bienvenue, consiste à dire à partir du moment où vous aurez un accord collectif, donc avec les organisations syndicales de l'entreprise, et un accord individuel du salarié, on doit pouvoir mettre en place des dispositifs plus simples, plus sécurisés, moins traumatisants. Je pense que de ce point de vue, l'ordonnance répond bien à l'objectif qui s'était fixé, qui n'était pas d'abandonner toute protection des salariés, mais qui était juste de rendre les choses plus fluides, plus en mesure de répondre aux besoins des entreprises comme des salariés d'ailleurs. Je vous confirme qu'après ce petit déjeuner qui constitue une présentation générale des ordonnances, nous allons organiser des petits déjeuners à thème et nous allons surtout organiser des ateliers d'approfondissement qu'on intitule « Chez nous ou chez vous ». Chez nous, c'est évidemment au sein du cabinet que nous mènerons ces ateliers d'approfondissement avec un effectif maximum pour chaque atelier de sorte qu'il puisse y avoir un réel échange entre les avocats qui animeront ces ateliers et les participants. Et chez vous, c'est-à-dire chez les clients, c'est la possibilité pour toutes les entreprises à l'occasion d'une réunion de RRH ou à l'occasion d'une réunion de juristes de droit social, d'avoir un focus sur un des thèmes de l'ordonnance.